qui correspond, mais faire un double sur des clés classiques, c'est très facile. Sur les clés plus sécurisées, c'est un peu compliqué. Il faut un numéro, c'est un petit peu plus tracé. Et sur les fenêtres coulissantes, voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, j'avais récupéré ça chez un monsieur qui avait fait ça. J'avais trouvé ça très très ingénieux. En fait, c'est le montant intérieur et la première partie du montant extérieur qui est percé là, et juste avec une petite goupille et un anneau. On met ici, alors évidemment, il ne faut pas tout traverser en versant. Parce que si on traverse tout, on a la goupille qui se retrouve à l'extérieur, puis il y a juste à faire ça pour la faire tomber à l'intérieur. Donc il faut s'arrêter avant le montant extérieur. Et puis une fois que c'est en place, alors, ça vaut, je sais pas, un anneau ça doit valoir 20 centimes, et puis une goupille ça vaut 15 centimes peut-être. Donc là, on est vraiment sur un coût très très faible pour sécuriser le porte-clés. Après, il ne faut peut-être pas le faire n'importe comment non plus. Les porte-clés, il ne faut pas les percer n'importe comment. On peut aussi demander conseil à un professionnel pour savoir où est-ce qu'il faut le faire. Mais ça, j'avais trouvé ça pas mal parce que ça a l'avantage de sécuriser, de bien solidariser les deux montants. À la fois, on peut le faire ici et puis en haut. Et puis, ça permet que la fenêtre soit bien fermée. Il n'y a pas de jeu, ça évite de pouvoir enlever les... Moi, je l'ai fait suite à un vol, ça. C'est aussi. Enfin, dans le jeu de chimie. Après, c'est parce que vous avez passé, vous avez glissé. Oui, c'est ça. Il y a souvent une faiblesse là-dessus, c'est soit sur les montants, comme je vous le disais, sur les montants centraux, ou alors sur le système de fermeture. Le système de fermeture, parfois c'est un petit peu léger, et quand on arrive à tordre un peu la fenêtre, on arrive à l'ouvrir. C'est un petit peu facile. Alors, l'éclairage, en général, ils n'aiment pas l'eau ni la lumière. Et je vous dis, ils n'aiment pas l'eau. On a en 2009 la déchetterie de Douarnenez, dans le Finistère, si je ne me trompe, qui s'est équipée d'un fossé tout autour de la déchetterie, rempli d'eau. Il y a 1,80 m d'eau. Il est un peu connu, mais non, quand même, ils n'ont pas poussé jusque-là. Mais donc c'est une des déchetteries qui a été les mieux sécurisées, en tout cas dans ces années 2010, et je crois qu'ils n'ont jamais eu aucun vol. Ce qui est exceptionnel pour une déchetterie, parce qu'il y a des vols presque tous les jours dans les déchetteries qui ne sont pas sécurisées. On vole de tout, hein, des métaux, on vole des métaux, on vole de tout. Vous avez beaucoup maintenant dans les déchetteries, vous avez des ressourceries, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire c'est des bacs ou des conteneurs dans lesquels ils récupèrent des affaires qui peuvent être neuves ou presque neuves et qui redonnent après à une association qui les traite et qui les revend à des prix très bas. Donc il y a des gens qui viennent voler ça aussi. Donc jamais de vol. Apparemment les douves c'est efficace. Le fossé rempli d'eau, c'est bien efficace. Et puis la lumière, évidemment, tout ce qui est... alors, aujourd'hui, évidemment, on parle d'économie et d'écologie, donc on ne peut pas éclairer les lumières toute la nuit, évidemment, mais il y a un éclairage qui est assez dissuasif et qui est assez efficace, c'est l'éclairage à détection. Donc ça, quand on peut en mettre sur le pourtour de la maison, voire même un petit peu avant sur l'entrée de la propriété, c'est quelque chose qui est assez efficace. Puis j'ai envie de dire, c'est même pour les forces de l'ordre, c'est bien, puisqu'on est quand ça éclaire toute la nuit, on passe devant 2-3 fois. Sur une maison qui est éclairée, c'est pas. Alors que quand on passe et quand ça s'éclaire, on est un peu plus attentif et on se dit qu'il y a bien. Alors, c'est peut-être le renard qui passe, c'est peut-être le renard qui passe, mais on est un peu plus attentif. Surtout que maintenant, certaines communes éteignent l'éclairage public la nuit. Donc là, c'est très très bien, parce que là, il n'y a pas de lumière. Enfin, c'est très très bien. Je veux dire, c'est très très bien d'avoir de l'éclairage à détection. Et puis, ça permet d'additionner, parce qu'ils sont pris dans le faisceau et ils sont un peu surpris et ils se disent là, attention, on risque de réveiller les propriétaires ou les vues par les voisins. Concernant, juste une parenthèse, vous disiez c'est pas bien pour l'éclairage public. Alors sachez qu'en 2011, j'avais fait une petite étude là-dessus, et au niveau national, on n'a pas forcément vu, sauf pour une commune, je vous dirai après, on n'a pas vu d'augmentation de la délinquance avec l'extinction de l'éclairage public. Il n'y a pas de relation entre l'extinction et l'augmentation, et au contraire, on a fait baisser les incivilités. C'est-à-dire que dans les villages qui ont fait le choix d'éteindre,
en général, ils éteignent à minuit, hein, c'est minuit, 5 heures du matin, parce qu'après les gens vont travailler et tout, donc ils rallument. Mais minuit, 5 heures, en général, quand on éteint, les jeunes ou les moins jeunes qui faisaient un petit peu de tapage, ils sont dans le noir, ils rentrent chez eux, puis terminé. Donc c'est ce qui est ressorti des études sur les premières communes qui ont été à l'éclairage public, donc c'est plutôt, ça pourrait être positif, sauf pour une commune, je vous le disais, une commune qui était une commune très urbanisée, où il y avait beaucoup de voitures qui étaient stationnées devant les résidences, et là il y a eu une augmentation très très forte des vols à la roulotte, les vols à la roulotte, c'est les vols dans les véhicules. C'est la seule. Autrement, sur les cambriolages, on n'a pas noté d'explosion. Ben, ils sont aussi gênés. Ils sont aussi gênés, si vous voulez, parce que comme tout est noir, dès qu'ils se déplacent eux avec une lampe ou avec un véhicule ou avec quelque chose, ils sont vus plus vite aussi. Donc, bon, ça a ses avantages aussi. L'inconvénient, c'est que pour intervenir, pour nous, c'est un petit peu moins facile, ou ne serait-ce que pour être en poste de stationnement dans un village où tout est éteint. Déjà le jour, les gens ont du mal à nous voir, on a mis en bleu avec des chasubles jaunes, alors la nuit c'est encore plus compliqué. Donc l'éclairage, à mettre sur le pourtour, à mettre à l'entrée, c'est toujours quelque chose d'assez efficace. La végétation c'est bien aussi, mais quand elle est entre les coutures. Quand on a une végétation trop dense et qui part un petit peu dans tous les sens, avec beaucoup de lieux où les cambrioleurs peuvent se cacher à l'intérieur, c'est plutôt contre-productif parce que ça les aide plutôt qu'autre chose. Je préfère largement voir ça dans une résidence que de voir ça. Après, il ne faut pas tout couper non plus. J'ai fait une étude dans un collège une fois où j'avais dit attention, vous avez des haies là qui permettent de se cacher. Je suis revenu 15 jours après, ils avaient tout coupé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que du macadam. Je dis, vous allez peut-être aller un peu fort. On aurait pu les tailler, on aurait pu les arranger un petit peu pour qu'elles soient moins hautes, c'était peut-être pas la peine de tout couper. Là, je me suis pas fait des amis parmi les écologistes. Alors, après les mesures mécaniques, sont un petit peu faciles à mettre en œuvre, les mesures électroniques, avec principalement la vidéoprotection. Alors, en matière de vidéoprotection, il faut savoir qu'il n'y a pas 35 zones qui sont couvertes par la loi dans le domaine de la vidéo. Vous avez la voie publique, c'est le système qui est en route ici à Saint-Sauveur-Roduxeuil qui ne peut être visionné que par les autorités publiques. Vous avez les lieux où la voie publique, lieu ou l'établissement, c'est quand vous allez faire vos courses à la boulangerie, au bureau de tabac, un casino, enfin ce que vous voulez, tous les magasins, dans un musée, dans une mairie, tous les lieux publics. Ça, c'est les établissements de leur public. Donc ceux-là, ils ont besoin d'une autorisation préfectorale, valable 5 ans. Ça passe en commission. Tous les dossiers sont étudiés pour qu'ils soient conformes à la réglementation. Et puis, vous avez les lieux qui échappent à des lieux publics, c'est les lieux dans lesquels on travaille, par exemple. Donc vous avez par exemple, dans un bureau de tabac, vous pouvez avoir l'espace de vente qui est considéré comme un lieu public, et la réserve et le bureau du propriétaire. Quand vous allez acheter des cigarettes, vous ne rentrez pas dans son bureau, vous n'allez pas dans son appartement, vous n'allez pas dans sa réserve. Donc là, c'est plus un lieu public, c'est un lieu qui relève du cadre de travail, et là, il y a une déclaration clinique à faire et l'information des salariés. Avec des clauses particulières, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de filmer, comme les toilettes, comme les sacs de repos, comme les vestiaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est encadré aussi par la CNIL, c'est pas mal. Et puis, vous avez les domiciles particuliers, les propriétés privées, pas seulement les domiciles, mais les terrains privés, où là, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de mettre 25 caméras dans votre salle de bain, ça ne me dérange pas. Tout ce que vous devez faire, c'est peut-être par correction prévenir les gens qui viennent chez vous qu'il y a des caméras dans la résidence. Et encore, ce n'est pas une obligation. Si les gens viennent chez vous, c'est que en général, ils y sont invités. S'ils ne veulent pas être filmés, ils n'ont pas été mis. Donc il n'y a pas de législation particulière. Sauf que vous n'avez pas le droit de visionner la voie publique, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est réservé aux autorités publiques, et vous n'avez pas le droit de visionner les propriétés voisines. On ne regarde pas sa voisine dans sa salle de bain avec les caméras. C'est interdit. Ni son voisin, pour les dire. C'est interdit. Donc ça, voilà, c'est les deux seules contraintes qu'on a dans la vidéo des propriétés privées. Autrement, il n'y en a pas d'autres. Les systèmes sont aujourd'hui assez simples, des systèmes qui sont par IP, hein, par Internet, là. On branche sur un ordinateur, on met quelques caméras et on a un système vidéo qui permet à la fois de dissuader et à la fois d'aider dans l'enquête judiciaire. Alors cette maison-là, je l'aime bien parce qu'il n'y a pas 50 caméras, c'est une maison un peu type, hein, à 2 niveaux, un garage, et puis on en a une ici qui visionne l'allée, donc c'est pas mal, parce qu'en général, quand ils viennent dans le véhicule, et notamment si jamais ils venaient pour voler les meubles ou pour voler des choses volumineuses, ils viendraient forcément en véhicule, pendant qu'ils n'est pas là.
donc elle visionne l'année, c'est pas mal. On a celle-ci qui visionne le garage, puisque évidemment le véhicule, ça peut être une cible aussi. Hein. On a des homejacking. Le homejacking, c'est le fait d'aller dans la résidence, prendre des clés et puis repartir avec la voiture. À l'inverse du carjacking, où là, on vous agresse pendant que vous êtes dans la voiture. Et puis, donc elle surveille cette partie-là. Et puis, à l'intérieur, vous avez celle-ci qui couvre tout l'étage, puisque forcément, pour aller là, il faudra forcément passer en dessous. Et puis celle-ci qui est dans la pièce où il y a un peu plus peut-être de biens, de valeurs. On trouve dans la cuisine, c'est pas forcément utile, ou dans des pièces. Mais là, avec quelques caméras, on arrive à sécuriser son habitation. Alors je vous disais, ça dissuade, mais ça aide aussi beaucoup dans l'enquête judiciaire pour nous, puisqu'on peut être amené à vous demander les vidéos, hein, dans le cadre d'un cambriolage, évidemment. Il faut qu'on ait tous les éléments pour pouvoir retrouver et interpeller les auteurs. Donc ça peut être intéressant. Alors, on a aussi février 2015, janvier-février 2015. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce sont de cet agriculteur à qui on volait du carburant très régulièrement dans un hangar situé en plein champ à 2 km du village. Il avait un vol. Un jour, il a acheté un appareil photo, c'est ce qu'on appelle des pièges photographiques, pièges à gibier, hein, c'est ce que l'Office de la chasse utilise pour compter le gibier la nuit. Vous avez peut-être déjà vu des photos en infrarouge, hein, avec les yeux du gibier qui ressortent là. Donc ça, tout simplement, piège photographique, c'est... alors c'est pas de la vidéo, puisque c'est de la photographie, donc ça échappe totalement à toute réglementation vidéo, dans des lieux privés, bien évidemment. Et puis, vous en avez deux modèles. Donc cet agriculteur, il avait un modèle... donc le premier modèle enregistre sur une petite carte mémoire toutes les détections de personnes qu'il a pu avoir. Donc, à chaque fois que ça passe devant, il enregistre. Les renards, les chiens, ce que vous voulez, les corbeaux, il enregistre tout. Et puis vous venez 2 jours après, vous retirez la carte, vous la mettez dans votre ordinateur et vous avez toutes les photos. Donc ça peut être pas mal dans certains locaux. Mais vous avez le deuxième modèle qui, lui, à chaque fois qu'il prend une photo, vous l'envoie sur votre téléphone portable. Et là, c'est plus intéressant, puisque au lieu de découvrir le vol et de découvrir l'auteur d'un vol 2 ou 3 jours après, si vous allez relever la carte mémoire, là, vous l'avez tout de suite. Vous êtes pardon? C'est direct. Ah oui, c'est direct. Vous êtes chez vous, enfin vous êtes hors de chez vous, vous êtes à 50 km en train de déjeuner dans un restaurant, vous recevez une photo d'un individu, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la télévision, là, en mettant que vous avez une petite télé, là vous appelez directement le 17 et vous dites voilà, on va vous demander, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un truc chez vous? Oui, j'ai la photo, j'ai un appareil qui me permet de détecter la présence d'un truc chez moi. Et donc là, vous l'avez directement et vous pouvez faire intervenir les forces de l'ordre. L'alerte est rapide, puisqu'on n'attend pas que vous soyez rentré, vous n'attendez pas d'être rentré pour découvrir le vol, vous le savez pendant qu'il est en train de se commettre. Et puis la levée de doute, elle est immédiate. La levée de doute, c'est ce que font les télésurveilleurs, soit par vidéo, soit par audio, soit par l'envoi d'un agent de sécurité. Vous savez, quand une alarme sonne dans une entreprise, la loi oblige à faire la levée de doute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer, on n'envoie pas les gendarmes sur toutes les alarmes qui sonnent, parce que sinon on se déplacerait souvent pour rien. Et donc, la levée de doute, elle est faite soit par vidéo, c'est-à-dire qu'à distance, ils prennent la main sur les caméras et ils confirment, avant d'appeler les forces de gendarmerie, en disant oui, il y a bien des intrus, il y a bien des cambrioleurs de l'entreprise là, ou par audio, et les petites, sur les détecteurs, vous avez des petits micros, donc ils écoutent ce qui se passe, et quand ils entendent taper sur un coffre, évidemment, ils savent qu'il y a du monde. Et puis, sinon, par l'envoi d'un agent de sécurité qui va mettre entre 5 et, enfin ça dépend des lieux, entre 5 et 15, 20 minutes, ça dépend où il sera, pour vérifier. Et une fois que la levée de doute est faite, ils peuvent appeler directement les forces de l'ordre pour les envoyer sur place. Donc là, vous voyez, on a perdu au moins 20 minutes, 20-30 minutes. Alors que là, c'est immédiat, on sait qu'il y a des intrus. Donc ça, c'est pas mal. Et donc cet agriculteur, là, à 23h, un soir, il reçoit une photo avec 2 personnes avec des jerrycans d'essence en train de marcher dans son tracteur. Donc, il les a appelés directement, on a pu les interpeller. Et comme on était dans le temps du flagrant délit, hein, vous savez que c'est le flagrant délit qui nous aide dans la procédure, on a effectué une perquisition dans la foulée et on a trouvé 12, on les a rattachés, les 2 individus, à 12 cambriolages dans les 6 derniers mois, ce qui fait qu'il y en a un qui prend 8 mois ferme et l'autre qui prend 2 mois ferme, je crois. Donc c'est des enquêtes qui permettent d'avancer très vite et qui permettent de retrouver les objets volés assez rapidement.
et surtout d'effectuer les perquisitions qui nous permettent de les rapprocher à plusieurs vols. Parce que pour un vol de carburant, il y a peu de chances qu'il ait fait le nombre de jours de prison. Alors que là, il y avait quand même plusieurs fois. Au niveau des alarmes, sachez que 95% des voleurs s'enfuient du fait des entendent des alarmes. C'est dommage, il reste encore 5. L'alarme, elle a déjà fait son boulot, là, si elle en évite 95%. Celles qui sont les plus efficaces sont bien entendu celles qui permettent de lever de doute aussi, comme je vous en parlais par vidéo ou par audio, enfin peu importe, mais qui permettent d'avoir à distance la confirmation de l'intrusion, et puis qui permettent l'intervention immédiate. C'est un petit peu le même principe que les pièges photo. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, parce qu'une alarme qui sonne, sans qu'il y ait d'intervention derrière, je doute un peu de son efficacité. Il n'y a qu'à voir à Paris, quand vous baladez à Paris, le nombre de voitures d'alarmes de voitures qui sonnent, plus personne ne fait attention, on passe à côté, puis termine. Là, c'est un petit peu... S'il n'y a pas une intervention, s'il n'y a pas une levée de doute à distance immédiate, c'est un petit peu compliqué. Alors, on en a parlé dans le film tout à l'heure, l'opération Tranquillité Vacances. Je ne sais pas si vous connaissez, quand vous quittez votre domicile, vous pouvez vous inscrire auprès de votre brigade de gendarmerie ou de votre commissaire de police pour avoir des patrouilles qui seront effectuées. On ne restera pas chez vous pendant 15 jours, évidemment. On ne restera pas chez vous pendant 15 jours à surveiller la maison. Mais vous aurez régulièrement des patrouilles qui seront effectuées et qui pourront à la fois servir de dissuasion et à la fois vérifier qu'il n'y ait pas eu d'intrusion et qu'il n'y ait pas eu d'effraction chez vous. Pour à la fois en être prévenu et puis que vous puissiez faire intervenir quelqu'un qui va faire réparer les dégâts pour que la maison ne reste pas ouverte. Si vous êtes à l'autre bout de la France, voyez. Donc ça, n'hésitez pas à vous en servir et à vous présenter à la brigade dont vous dépendez. C'est juste une petite inscription avec votre nom, prénom, un numéro de téléphone, la date d'absence. Ça prend 5 minutes. Pour l'instant, oui. Avec la suppression de toutes les petites gendarmeries de village, je ne sais pas, par exemple, je parle de ce groupement de la gendarmerie de Saint-Louis, maintenant ça coûte combien de communes? Puisque Fougerolles, par exemple, n'a plus de gendarmerie. Ah ben en gros, une communauté de brigade, c'est entre 45 et 56 communes. On est à peu près non mais attention, la suppression des brigades ne veut pas dire la suppression des personnels. Fougerolles, vous avez des gens qui sont à 5. Oui, je suis d'accord, je crois qu'il y a un effectif de 40 personnes. Mais vous avez toujours quand même les patrouilles qui seront faites à Fougerolles, ça ne change pas. Vous n'avez plus de brigades sur place. Si vous voulez, quand on a mis en place les communautés de brigades, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez communiqué là-dessus, quand vous aviez 3 brigades à 6, c'est ce qui se passe. En général, les communautés de brigades, ici, Luxeuil, c'est une brigade qui est un peu plus grosse, qui est un peu plus importante. Mais par exemple, C'est-sur-Saône, Combeaufontaine et Port-sur-Saône, vous avez 3 brigades à 6. Le problème, c'est qu'on avait une personne, ce qui s'appelle le planton ou le chargé d'accueil, qui restait en permanence dans chaque brigade. Il fallait que les gens puissent aller les écoles, se renseigner. Sauf que sur ce secteur-là, on avait 3 personnes qui étaient tous les jours, de minuit à 24 heures, et puis après c'était un autre, qui était bloqué sur place. Il ne pas sortir. Donc quand on a supprimé, on n'a jamais supprimé les brigades, en fait, on a supprimé les heures d'accueil et les heures de planton pour charger d'accueil des 2 brigades, ce qu'on va appeler les brigades filles par exemple, et puis avec 2 gendarmes, nous on fait une patrouille. Parce qu'on n'est jamais tout seul en patrouille. Avec 2 gendarmes, on a fait une patrouille. Donc ces 2 gendarmes qui étaient tout le temps, par exemple à Combeaufontaine, je ne sais pas si vous connaissez Combeaufontaine, c'est une commune où ils devait recevoir peut-être, vous voyez, je ne sais pas, 4 ou 5 personnes par jour. Est-ce que ça vaut le coup de bloquer un gendarme toute une journée pour recevoir 4 ou 5 personnes? Je ne sais pas si c'est vraiment très efficace en termes de moyens et en termes de personnel, très efficace. Donc ce qu'on a fait, on n'a pas fermé les brigades, on a fait laisser sur son existe toujours. Bon, alors, notre exemple de Fougerolles, celle-là, elle a été supprimée. Mais sur ces brigades-là, on a récupéré une patrouille. On n'a pas perdu, en fait, on a récupéré une patrouille. Et il n'y a pas eu de suppression de poste de gendarme. C'est simplement ces 2 gendarmes-là, au lieu de rester devant le téléphone à attendre que ça sonne, maintenant il n'y en a plus qu'un, celui de la brigade que je vais appeler la brigade mère, et les 2 brigades filles, les 2 sont dans une voiture et maintenant ils sont en patrouille. Les moyens sont plus rapides maintenant. Il n'y a pas eu de... Les moyens sont plus rapides aussi. Pas du temps, au niveau de l'alerte, on voit plus gendarmes à vélo, la plantation des brigades dans le temps était faite en fonction de... Oui, c'est ça, vous savez. C'est beaucoup plus rapide. On se déplace plus rapidement. Moi je parle de Fougerolles parce que
avec des rotations de dire que la gendarmerie, mais beaucoup moins fréquentes. Il y en a toujours. Une recrudescence de cambriolage. Je ne sais pas sur quoi C'est la norme. Même avec les vidéos de protection, d'ailleurs on y reviendra là-dessus, mais les vidéos, je me demande si elles tournent toujours. Bon, bah, dans les communes, si, il faut voir tout le monde. Même avec les infrarouges la nuit. Ah bah oui, bien sûr, c'est très cher. Ah, ça après, ça répond. Donc ça, n'hésitez pas, l'opération pour les vacances, c'est valable en plus, avant c'était valable que pendant les périodes de vacances scolaires, mais depuis 3 ans c'est valable tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a plus ces périodes de vacances scolaires. Vous pouvez pouvoir bénéficier comme vous voulez. Donc, si vous étiez victime, témoin voilà, des victimes, après le 17 ou le 112, on insiste beaucoup maintenant sur le fait d'utiliser le 17 et pas le numéro de la brigade. Pour une raison bien simple, c'est que le 17, quand vous appelez le 17, vous allez tomber vraiment sur le centre des opérations à résoudre, où sont employés des gendarmes spécialistes de la réponse à l'appel d'urgence et qui vont pouvoir vous envoyer la brigade qui sera, enfin, la patrouille qui sera la plus proche. Donc ils ont une vue sur toutes les patrouilles du département, ils savent en temps réel où est chaque patrouille et ils vont vous envoyer au moins dans l'urgence, pour le traitement de l'urgence immédiate, la patrouille qui sera la plus proche. Même si après c'est votre brigade qui reprendra l'enquête et qui reprendra les investigations. Et ça, il ne faut pas se poser de questions, le numéro à des chiffres, 0384, c'est fini, ça. Le 17, vous êtes sûr d'avoir la réponse la plus efficace et la plus rapide. Alors sachez aussi dans le domaine des cambriolages, quand ils sont pas trop complexes et quand ils sont quand c'est possible, il est possible de pré-déposer plainte en ligne. C'est un dispositif qui n'est pas connu de tout le monde, mais vous pouvez sur pré-plainte-en-ligne.fr pré-déposer plainte, c'est-à-dire que vous allez prendre rendez-vous avec la brigade de votre choix, donc vous serez accueilli à l'heure ou à peu près à l'heure suivant les événements, mais pour ces temps d'attente qui peuvent se produire parfois. Et puis, vous aurez aussi déjà pré-rempli au moins votre état civil, un résumé succinct des faits, et le gendarme qui va vous recevoir, il n'aura plus qu'à compléter, à vous poser des questions qu'il va juger utiles pour l'enquête, et puis vous aurez gagné du temps, à la fois dans le métier de ces plaintes. Alors ça, c'est pas très très connu, c'est vrai que les gens... On se demande pourquoi les gens ne l'utilisent pas beaucoup, c'est en place depuis des années, et je pense que les gens ne vont pas le connaître, donc c'est possible. Avec deux conditions, il faut que vous ayez été victime d'une atteinte au bien, donc un vol par exemple c'est une atteinte au bien. En revanche, si vous êtes victime de violence donc là ça s'appelle des atteintes à la personne, vous ne pouvez pas pré-déposer plainte en ligne. C'est des enquêtes qui sont un peu plus complexes, et puis souvent c'est fait dans l'urgence. Et puis donc, il faut que ce soit des atteintes au bien et il faut que l'auteur soit inconnu. Si vous voyez votre voisin venir vous voler votre tourneuse devant chez vous, vous connaissez l'auteur, donc ça ne fonctionnera pas. Là, vous allez déposer plainte directement et puis on ira chercher après. Et c'est ces deux conditions-là. Donc vous pouvez pré-déposer plainte en ligne, ça marche, ça fonctionne très très bien. Il ne faut pas hésiter aussi pour des affaires simples. De toute façon, c'est rappelé sur le site, on vous rappelle ce pourquoi vous pouvez déposer plainte ou pas. Alors, évidemment, si vous étiez victime d'un cambriolage, faites le 17, mais ne polluez pas les traces. Les traces qui ont été laissées par les délinquants et qui vont nous aider pour la suite. Tentez de retenir les témoins. Ils ne sont pas obligés de rappeler, mais on peut au moins leur demander de laisser leurs coordonnées qui soient rappelées plus tard. Puis en même temps, je veux vous dire, sur un cambriolage, je n'ai jamais vu de témoins qui sont finis en con. L'auteur, oui, mais les témoins, c'est quand même relativement, à moins d'être très très pressé, qu'il y a quelque chose de très important à faire, ils ne s'empêchent pas de noter leurs coordonnées. Ne laisser rentrer personne, évidemment, pour ne pas polluer les traces, ce que je vous disais avant. Plus on va mettre de traces différentes, et plus ça sera compliqué pour les prélèvements pour nous. Et puis, ne touchez à rien. On vous l'a dit dans le petit film tout à l'heure, ne nettoyez pas. Je me souviens également d'une dame que j'étais dans l'Aube, qui nous appelle pour un cambriolage un soir, et quand on est arrivé, tout était nettoyé. Elle disait, je ne voulais pas vous recevoir dans le désordre. Ça partait d'une très bonne intention, mais ça ne nous a pas beaucoup aidé pour la suite. On n'a pas trouvé grand-chose, évidemment, une fois que tout était nettoyé. Il n'y a que dans les experts, une série américaine bien connue, qu'il y a du sang partout, et puis les délinquants essuient, et puis personne ne retrouve, et puis
les experts arrivent et ils retrouvent quand même, non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça non plus. Il faut absolument, alors, pour ne pas polluer les traces et pour les préserver, il y a des petites choses toutes simples, hein, c'est de mettre par exemple sur une trace de pas qui serait devant chez vous, qui serait bien visible, une petite caisse en plastique retournée dessus, si jamais il pleut, ça évite qu'elle disparaisse, et puis ça permettra aux enquêteurs, pareil sur une trace de roue, des choses comme ça, on arrive à retrouver des auteurs avec des indices qui sont parfois très faibles. Encore faut-il qu'on ait les indices sous la main. Si on ne les a pas, quand on n'a rien, on n'a rien. Si on n'a pas de témoins, si on n'a pas de vidéo, pas de traces ADN, pas d'empreinte, si l'auteur ne vient pas se dénoncer tout seul, ça arrive aussi rarement, à ce moment-là c'est un petit peu difficile. Quand on n'a rien, on n'a rien. On n'est pas des magiciens non plus. Alors, pourquoi ne toucher à rien? Puisque aujourd'hui on a des techniques qui sont quand même éprouvées et qui ont pris pas mal d'ampleur, notamment les prélèvements d'ADN. Ça c'est une chose qui fonctionne très bien. Évidemment il y a une base qui s'enrichit de jour en jour et qui va permettre de retrouver, d'ailleurs parfois plusieurs années, vous l'entendez dans les journaux, vous lisez les journaux, parfois plusieurs années après, des auteurs qui sont confondus avec ça. À chaque fois qu'une trace est prélevée, elle est enregistrée dans le fichier. Et puis, si la personne n'est pas connue, elle n'est pas connue, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas connue plus tard. On ne va peut-être pas l'interpeller pour autre chose plus tard. Donc à ce moment-là, quand on va l'interpeller, on va rentrer son ADN, et là ça va ressortir sur une affaire qui va être plus ancienne. Donc c'est intéressant. Donc surtout ne touchez à rien, et attendez, avant de nettoyer, avant de rentrer, même plus loin, quand on arrive chez soi, on voit que tout est retourné, on comprend vite qu'il y a un cambriolage, c'est pas la peine d'aller voir toutes les pièces. Il suffit de laisser rentrer personne, d'appeler les gendarmes, et puis ils font les prélèvements. Sachez qu'en plus, les fameux techniciens criminels que vous voyez souvent dans les grosses affaires télévisées, dans les journaux, ceux qui sont en combinaison blanche, avec des surbottes, avec des charlottes, avec des combinaisons. En plus de ça, dans chaque communauté de brigade, vous avez des techniciens en identification criminelle de proximité, des TICP, qui sont capables d'effectuer les premiers prélèvements. Les techniciens en identification criminelle interviennent sur d'autres affaires plus complexes. Et dans chaque brigade, il y a des techniciens déjà de proximité. Alors, aujourd'hui, plus de 2,5 millions de personnes enregistrées au FNAEG, Fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est quelque chose qui aujourd'hui a été alimenté quand même depuis de nombreuses années. Les personnes non identifiées, issues de prélèvements qu'on va faire sur des scènes de délit. Et puis les personnes identifiées qui ont été condamnées ou mises en cause pour une infraction, pour lesquelles on a retrouvé leur ADN. Donc 2 500 000, 2 millions de personnes mises en cause, et quand même 430 000 personnes condamnées et un peu moins de 150 000 de traces qui sont non identifiées. Donc c'est parmi celles-là qu'on peut avoir des matchs positifs, enfin des positifs sur d'autres traces qui vont être prélevées plus tard. L'ADN est conservé 40 ans, ou 25 ans pour les personnes mises en cause. Et puis dans les recherches familiales de personnes qui sont non identifiées, 25 ans aussi pour les empreintes génétiques des ascendants ou des descendants, des parents des enfants. Pareil pour les empreintes digitales, on a quand même là en 2013 4,5 millions d'individus enregistrés. C'est aussi quelque chose qui fonctionne. Il y a des prélèvements, vous avez vu dans le petit film, là, de différentes matières qui permettent de prélever les empreintes sur différents supports. Donc ça c'est aujourd'hui, il n'y a pas que la poudre noire, il y a la poudre blanche, il y a la poudre magnétique, il y a des choses qu'on arrive à relever des empreintes sur des supports qui au départ ne semblaient pas faits pour ça, mais c'est possible aussi. Et puis là, c'est conservé 25 ans pour l'instant. À partir du 1er mars 2017, ça sera conservé entre 10 et 25 ans, suivant la qualité de l'auteur. Ce qu'on appelle la qualité de l'auteur, c'est s'il est mineur ou pas, s'il est récidiviste ou pas, la gravité de l'infraction, et puis le caractère ou pas international de la procédure, évidemment. Là, on tendra plus à garder 25 ans pour une procédure internationale qui va mettre beaucoup plus de temps à se dénouer. Donc, voilà un petit peu ce petit rappel sur les empreintes et sur l'ADN. Ce qui est important pour nous, parce que c'est des preuves aussi qui sont pas mises en cause par les tribunaux. Donc ça, c'est un auteur, il peut dire qu'il n'était pas là. Non, c'est pas moi, j'étais pas là. On a votre ADN, monsieur. C'est un peu, c'est pas bien possible. Petite pause d'une seconde. À peine une pause. Non mais le temps de passer les diapos, pas plus. Alors, sur les cambriolages, on y reviendra à la fin si vous avez des questions. On va passer un petit peu sur les arnaques. Donc là,
les arnaques directes, enfin, ce qu'on appelle direct, les arnaques au démarchage, hein, c'est des gens qui viennent chez vous et qui essaient de vous casser les pieds, entre guillemets, pour vous faire signer des choses très vite et pour vous vendre des produits qui ne sont pas conformes du tout aux règles commerciales. Et on commence par les bitubeurs anglais. Donc ça, c'est des gens qui venaient au départ d'Irlande et de Grande-Bretagne. Et puis, il y en a un qui arrive, qui vous dit, voilà, on est en train de faire un chantier à quelques kilomètres d'ici, et on a un reste de bitume qu'on peut vous mettre à disposition, enfin, contre paiement bien sûr, pour refaire votre cours. C'est très rapide, on va vous faire ça en quelques heures. Sauf qu'en général, le travail, ça donne ça, à la fin, quand vous êtes passé 2 fois avec une voiture, la qualité elle est plus que médiocre. Les escroqueries au paiement sont très très courantes, et puis vous n'avez aucune garantie, vous n'avez aucun avis, là on n'est pas dans les commerçants sérieux, dans les commerçants qui travaillent normalement. C'est vraiment de l'arnaque pure et dure, donc de l'escroquerie, évidemment. On a, attention, je trouve qu'ils reviennent pas mal, on en avait de moins en moins, des panneaux photovoltaïques. On a encore, je discutais avec une personne hier qui avait rendez-vous hier soir à 18h avec quelqu'un d'EDF. Je lui ai dit, c'est un peu bizarre, EDF en général, 17h, 17h15, 17h30, c'est leurs heures de fonctionnement. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est bien EDF? Oui, j'ai été démarché par téléphone et on m'a dit, on vient pour des informations sur le nouveau compteur. Alors, effectivement, EDF va mettre en place des nouveaux compteurs, le fameux compteur Linky, qui sera mis, je ne sais pas quand, hein, à échéance de 2 ans, pour les communes qui l'acceptent, parce qu'il y a quelques communes qui sont réticentes pour l'instant. Et donc, moi j'ai trouvé ça bizarre, je lui ai dit, méfie-toi quand même. Alors, effectivement, je l'ai revu ce matin, il me dit, bah oui, tu as raison, il m'a parlé de compteur pendant 2 secondes quand il est arrivé, et puis après, photovoltaïque. Il voulait lui faire signer tout de suite. Il a eu du mal à s'en débarrasser, il voulait lui faire signer tout de suite un crédit de 32 000 € pour des panneaux photovoltaïques sur son toit, mais ça n'avait plus rien à voir avec EDF. Il se présente souvent sous le terme de partenaire d'EDF Bleu Ciel. Après, les gens sont un peu en confiance, oui, effectivement. Donc si ça vous arrive, vous leur dites juste ça, donnez-moi votre numéro de pacte EDF. Je vais vérifier auprès du 3929, et en général, il va raccrocher très vite. Vous n'entendez plus parler. Puisque vous pouvez vérifier au 3929 chez EDF le numéro de pacte, savoir si c'est vraiment une société qui est partenaire d'EDF ou pas. Donc ce qu'on a comme difficulté dans ce genre d'arnaque, c'est que parfois les gens n'osent pas déposer plainte, un petit peu, on peut se faire escroquer, parce que ça arrive à des gens qu'on a la tête sur les épaules, mais ils sont tellement embolinés qu'ils ont un petit peu honte de se faire avoir. Donc on n'a pas de dépôt de plainte. Donc je pense qu'on n'a pas un regard très précis sur la totalité des plaintes qui sont déposées. En tout cas, n'oubliez pas de vérifier que la puissance d'installation, la marque, la référence des panneaux, la marque de l'onduleur soit bien sur les documents qui vous sont remis, que les raccordements réseau soient bien clairement définis qui les fait, parce que souvent EDF, comme le travail est à moitié fait, ils ne veulent même pas vous le raccorder. Ce système éolien ou photovoltaïque. Ils disent, nous, on ne prend pas le risque, si elle fait un jour, c'est tellement mal fait, donc attention, tout ce qui est démarche administrative, attention, tout document qui mentionne un prix devient un montant que vous avez signé, et surtout, attention, en général, les ventes sont annulées et ça permet d'annuler le crédit. Parce qu'une fois que le crédit a démarré, là c'est un petit peu plus dur. Une fois que vous avez été prélevé déjà à la première mensualité, c'est beaucoup plus dur de l'arrêter. Non, donc EDF, je pense c'est Enedis. Oui, en plus. Ça change, donc voilà. Mais il continue toujours à appeler sous le nom d'EDF. Partenaire Bleu Ciel EDF. Et puis les gens Enedis, je suis sûr qu'il y en a peut-être 40% qui ne sont pas forcément énergie distribution. C'est à la place de RDF. Donc voilà, il continue quand même. Alors ils essaient, vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai des faux mails qui sont enregistrés. Qui sont envoyés, pardon, l'Énergie à Affaires à côté d'Orange qui a été démantelé sur des faux mails comme ça, ils ont envoyé 70 000 emails par jour. Donc sur 70 000, bah, il y en a un ou deux qui répondent favorablement, c'est un ou deux qui sont en voir. Donc attention, des appels comme ça, ils en font des tonnes et des tonnes. Ils ne sont pas feignants pour ça, ils appellent. Les démarchages directs, alors des gens qui se font passer pour des associations qui vendent des brioches, qui vendent des brioches à des prix exubérants, ça arrive aussi. La vente de drapeaux, alors ça c'est souvent des gens qui vous arrêtent
aux abords des ronds-points, qui arrêtent les véhicules en circulation et puis qui essaient de vous vendre ça pour une cause humanitaire, mais on ne sait pas trop. Quand vous ne voulez pas, ils vous mettent un coup de pied dans la voiture, ou ils vous crachent dessus, ou ils vous... Bon, là, on est aussi dans l'escroquerie d'essayer de soutirer de l'argent. La vente de calendrier, on n'avait pas trop. Cette année, on a eu un faux pompier. Il a été vite repéré, parce que c'était sur la commune de Champagny au Ronchamp, je crois. Donc les gens connaissaient leurs pompiers, ça fait bien. Et puis on a eu dans le territoire de Belfort aussi, je crois, un faux pestil, un faux sauveteur. C'est vrai qu'on les connaît un petit peu moins maintenant, ça tourne un peu plus. Alors ils jouent un petit peu là-dessus, ils jouent un petit peu sur c'est pareil, là, pour essayer de soutirer le maximum d'argent aux personnes isolées, aux personnes seules, ils ciblent un petit peu ces personnes-là. Alors, ce qu'on a eu aussi, les vols à la fausse qualité. Les vols à la fausse qualité, c'est le fait de se faire passer pour un gendarme, par exemple, ou pour un policier, et puis d'aller chez les gens. Et souvent, ça se passe en deux temps. Vous avez une personne qui vient chez vous, qui vous dit qu'elle vient relever un compteur. Alors maintenant, ça ne se fera plus avec les Niki, ça se fera à distance, mais pour l'instant, ça fonctionne encore. Qui vient relever un compteur d'eau ou de gaz ou de je ne sais quoi. Il vient, il ne fait rien de spécial, il va regarder sous le la cuisine, il relève le compteur dans les anciennes habitations, et puis il s'en va. Et puis vous en avez un deuxième qui arrive après, et qui vous présente une fausse carte de police comme ça, ou de gendarmerie, hein, une carte papier, qui n'existe plus. Les cartes papier, gendarmerie ou police n'existent plus. Nous sommes dotés maintenant de cartes électroniques. Voici la carte des gendarmes et des policiers. Celui qui vous présente une carte comme ça, vous pouvez tout de suite fermer la porte et appeler et faire le 17, c'est que c'est un faux. Les seuls qu'on a encore, c'est la retraitée. La gendarmerie n'aime pas faire l'enquête chez vous. Éventuellement les réservistes ne sont pas tout seuls. Donc vous avez peu de chance. Si on vous présente ça, en tout cas si on vous présente ça, c'est pas bon, c'est forcément une fausse. Ça n'est plus utilisé depuis 5 ans déjà, au moins 5 ou 6 ans. Donc ça s'appelle les vols à la fausse qualité. C'est se faire passer, vous voyez, par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique et qui va essayer de connaître quelque chose. Enfin, ça fonctionne quand même. La dernière fois, dans la périphérie de Vesoul, ça doit être à Naven, une dame s'est fait comme ça, voler 800 € en numéraire et 1200 € de bijoux. Parce que vous avez le premier qui arrive et le deuxième qui dit bonjour, police ou gendarmerie, nous sommes à la recherche d'un voleur qui se fait passer pour un releveur de compteur d'eau. Il dit ah bah oui, mais il est passé chez moi. Ah bah, vous devriez vérifier vos bijoux, il a dû vous les voler. Évidemment, elle est allée voir, elle a montré où étaient les bijoux, où était l'argent, et après il a profité pour détourner son attention et lui voler tout ça. Donc ça fonctionne encore, ils sont malins, ils sont... Bon, il ne faut pas dire que ça n'arrivera jamais, on peut être dans un moment où on est un peu moins attentif, un peu moins... Et puis il faut savoir aussi, quand vous voyez une carte police ou gendarmerie, souvent, ne pensez pas que ça peut être un faux. Donc il faut aussi penser... Alors, vous verrez après dans les conseils, mais demandez les cartes professionnelles, hein. Évidemment, on est plus doté de la carte, il n'y a aucune raison de ne pas nous demander notre carte, vous avez le droit aussi. Surtout si c'est un gendarme qui vient tout seul, c'est arrivé, hein, pour une enquête, c'est assez rare, c'est arrivé. Et puis, si vous souhaitez vérifier l'identité de l'individu, prenez pas le numéro qu'il vous donne pour vous dire, bah, tiens, appelez la mairie à ce numéro-là, parce que vous allez tomber sur un complice qui va vous dire, oui, c'est bon. Dans les grandes agglomérations où on ne connaît pas la mairie, on ne connaît pas tout ça, c'est un peu difficile. Et puis, en cas de doute, vous laissez rentrer personne, vous appelez le 17. Vous dites, moi je vérifie, il y a le 17, si vous dites ça, il ne va pas rester longtemps devant la maison. Alors, les démarchages ne sont pas que de façon directe, ils sont aussi de façon électronique ou téléphonique. Dans ce cas-là, on a les démarchages abusifs. Les démarchages abusifs, on en parlait en introduction. Alors, démarchage abusif, on a n'importe quoi. C'est des robots qui appellent. Alors, le principe, je vais expliquer. En fait, c'est un robot qui appelle des tas de numéros. Il est programmé pour laisser sonner 3 ou 4 fois les téléphones. Et puis, quand ça décroche, le premier qui décroche, il y a un opérateur qui se trouve à l'autre bout du monde, qui va vous demander des renseignements, qui va vous proposer un service ou quelque chose. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, soit vous laissez sonner, quand vous voyez des numéros que vous ne connaissez pas, puisque les robots sont programmés pour s'arrêter au bout du 3 ou du 4e appel pour éviter de tomber sur le répondeur. Parce que quand ils tombent sur le répondeur, comme ils appellent de l'autre bout du monde, ils payent. Donc ils ont pas envie de payer à chaque fois. C'est pour ça que souvent, quand vous décrochez, il n'y a plus personne dans le téléphone. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous laissez sonner. Et puis, quand vous avez quelqu'un, en revanche, attention, on a des grosses arnaques qui sont faites et des gros envois d'appels téléphoniques pour les détecteurs de fumée. Un détecteur de fumée, soit
contrôler, voilà, pour les contrôler, mais vous les contrôlez vous-même en appuyant sur le bouton test. Et puis pour ceux qui sont permanents, qui durent 10 ans, au bout de 10 ans, vous le prendrez, vous le mettrez à la poubelle. Donc il n'y a rien à contrôler sur un détecteur de fumée. Il n'y a rien à contrôler du tout. Donc là, c'est clairement de l'arnaque. On va vous demander 80 € pour un contrôle de détecteur de fumée. Ça n'existe pas, il n'y a pas de contrôle. Les enseignes connues, les magasins et autres, vous avez gagné un bon d'achat, vous avez gagné des bons cadeaux, des bons sur leur téléphone, donc ça c'est pareil. Les arnaques au colis, vous recevez un numéro de téléphone, bonjour, le livreur est devant chez vous, il ne trouve pas la maison. Et puis comme aujourd'hui, 8 Français sur 10 doivent commander sur Internet, ils ont peut-être une chance sur X de tomber sur quelqu'un qui attend un colis. Sauf que quand vous le faites rappeler, vous tombez sur un numéro surtaxé ou vous tombez sur un gars qui vous tient un petit peu longtemps et ça vous coûte 40 € de téléphone après. C'est un peu dommage. Avec des numéros surtaxés. Et puis on a aussi, tout simplement, l'appel du particulier. Salut, j'ai pas le temps, rappelle-moi. Alors, si vous ne faites pas attention, vous appuyez sur la touche rappel et vous tombez aussi sur un numéro surtaxé. Et si vous ne faites pas attention, ça peut vite se faire avoir aussi, hein, surtout sur ce genre d'appel-là. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut être. Donc attention à ça. Donc là, démarchage téléphonique, ils sont assez agressifs, on en a pas mal. Sachez que le 33 700 permet de signaler par SMS les spams vocaux et les SMS qu'on reçoit un petit peu de n'importe où. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut signaler. Sachez aussi que le site internet.signalement.gouv.fr permet de signaler des escroqueries. Évidemment, ça c'est quelque chose qui existe aussi. Et puis, on a ce nouveau dispositif depuis le 1er juin qui s'appelle Blocktel.gouv.fr. Ça marche pas. Alors, des premiers retours, il semblerait que ça fasse diminuer, ça ne fait pas forcément, ça n'élimine pas tout, mais ça fait diminuer, les gens qui sont inscrits disent que ça fait diminuer le nombre d'appels. Donc si on a réussi déjà à diminuer, c'est déjà un premier pas, puisque Pacitel était totalement inefficace, pratiquement. Si vous voulez, Pacitel, c'était juste une petite étoile devant le nom, devant votre nom dans l'annuaire. Une étoile devant mon nom dans l'annuaire, ça ne vous empêche pas de m'appeler. Alors que là, il y a quand même des choses qui vont être faites. Enfin, ça se limite un peu chez moi depuis quelques jours. Et normalement, je devais être tranquille à partir du 21 août. Mais alors là, ça me déferlait jusqu'au début septembre. Ah oui, jusqu'à. Oui, c'était la rentrée pour eux aussi. Ah ben, je vois. C'était la rentrée pour eux aussi. Bon, en tout cas, c'est gratuit. J'ai envie de dire, ça coûte rien d'essayer. Et puis, s'il y a pas mal de signalements, il y a certaines sociétés qui vont se faire avoir. D'ailleurs, il y a 2 sociétés qui ont été condamnées début septembre là, à payer de fortes amendes et puis qui ne peuvent plus exploiter. Elles vont peut-être revenir sous un autre nom, je ne sais rien, mais du coup, si ça peut déjà épurer un petit peu et limiter, ça sera déjà pas mal. Alors, Blocktel fonctionne, c'est une opposition au démarchage téléphonique, c'est-à-dire que vous demandez clairement et vous signalez aux entreprises qu'elles ne vous appellent pas, sauf les professionnels avec qui vous avez un contrat en cours, qui peuvent toujours vous appeler. C'est pas la peine de les signaler sur la plateforme si vous avez votre plombier, qui doit installer quelque chose chez vous. Prospection pour un journal ou un périodique, ça aussi, ils ont le droit de le faire aussi. Tout ce qui est hors vente de biens, c'est-à-dire un service public que vous appelez, une association à but non lucratif ou des organismes de sondage, ça peut vous appeler aussi. Et puis, quand c'est vous-même qui communiquez votre numéro pour être appelé, ben là, il ne faudra pas non plus se plaindre après d'être appelé. Mais bon, ça c'est un petit peu comme sur Internet, hein. On donne maintenant notre adresse Internet un petit peu partout. Il ne faut pas se plaindre après de recevoir des mails non plus qui soient un petit peu trop présents et trop agressifs. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les arnaques à la fois. Alors je vais un petit peu plus vite là parce que sinon je vais dépasser un peu. Non, c'est pour le public. Hein. Pour moi ça va, mais pour le public. Donc je passe un petit peu sur les arnaques. On va voir maintenant tout ce qui est arnaque Internet. Alors, une société qui est spécialisée, une société américaine est spécialisée dans la protection informatique. Et elle s'amuse. Elle met ce qu'elle appelle des honeypots, c'est des pots de miel, c'est-à-dire pour attirer les hackers et pour attirer les pirates. Elle met ces fameux honeypots aux États-Unis, là, donc c'est des serveurs qui semblent avoir une activité commerciale ou sensible. Et ça, vous voyez, c'est en temps réel, en direct, les attaques informatiques qu'elle reçoit, qui viennent donc des pays, soit France, soit c'est le croisement des attaques informatiques qu'on peut avoir. C'est
cette société-là qui fait ça, donc c'est une infime partie des attaques informatiques qu'on peut voir. Cette carte-là elle fonctionne en temps réel. Vous pouvez aller sur le site, c'est Northcorp. Donc ça veut dire que parmi toutes les sociétés, parmi tous les réseaux, tous les autres réseaux, il y a énormément d'attaques informatiques qui ont lieu sur ce gigantesque espace Internet. Alors, évidemment, quand on a un ordinateur, on ne fait pas n'importe quoi avec. On a un pare-feu, on le met, on l'active. On a un antivirus, on l'active et on le met à jour, évidemment. On fait attention quand on surfe sur des sites et quand on passe des transactions avec sa carte bancaire qui est bien le petit cadenas qui sécurise le site, qui soit devant l'adresse HTTPS, pour les adresses sécurisées, HTTPS, oui. Et puis on fait attention aux mails frauduleux qu'on soit, on n'ouvre pas n'importe quoi, n'importe quand, et on n'ouvre pas n'importe quelle pièce jointe. Les emails ne sont pas dangereux en l'état. Ce qui est dangereux, c'est la pièce jointe qui est rattachée. L'email, c'est pas dangereux. C'est un courrier que vous recevez, ça ne va pas détruire votre ordinateur. En revanche, quand vous cliquez sur la pièce jointe, c'est là que vous lancez le fichier exécutable et qui va, lui, aller chercher les informations dans votre ordinateur. Donc ça, il faut faire attention. On ne répond pas à tout et à n'importe quoi. Quand on recevait du courrier papier avant, on ne se jetait pas sur la première enveloppe qu'on trouvait et puis on ne répondait pas à l'expéditeur. Et là, c'est pareil, il faut avoir un petit peu. Mais aujourd'hui, tout va plus vite. C'est vrai qu'on est tenté de répondre ou de cliquer sur pas mal de choses. Surtout que parfois, c'est assez flagrant, les arnaques qu'on reçoit, et puis parfois, c'est un petit peu plus difficile à laisser. Il y en a qui sont un peu plus malins que les autres, qui mettent un peu plus de temps à créer leurs arnaques. Donc favoriser les sites de confiance est connu, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'étonner quand on va sur un site chinois pour acheter je ne sais pas quoi, avoir après soit des virus, soit des choses comme ça. Si c'est pas des sites de confiance connus, il faut, et puis surtout qu'ils soient à jour. Surtout qu'ils soient à jour. Le meilleur antivirus, c'est celui qui est assis sur la chaise devant lequel il y a c'est celui-là aussi. Il ne faut pas compter non plus que sur les technologies qui sont embarquées dans les machines. Alors, les faux emails, on en reçoit aussi. Il y a forcément des choses qui doivent interpeller. Et là, quand je reçois banquepopulaire.fr, ça ne me dérange pas trop. Sauf que, où allez-vous visiter ce site à partir? Les fautes. Je me dis, à la Banque Populaire, ils doivent consommer des produits bizarres parce qu'ils écrivent de façon particulière. Donc là, ça doit forcément attirer tous les sites gouvernementaux et tous les sites de grandes entreprises, en général, écrivent quand même sans trop de fautes. Je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même relu et c'est quand même fait assez... Alors c'est toujours pareil, alors on vous propose un espèce de sondage pour savoir si vous allez de la maison, du travail ou autre. Bref, puis au final, vous avez une pièce jointe sur laquelle voilà, votre bon cadeau, votre récompense, et puis c'est la pièce jointe qui va vous infecter l'ordinateur après. Donc ça marche aussi pour la carte, ça marche aussi pour les données, il y en a tellement d'autres, on ne peut pas tous les citer. Orange, alors c'est cyclique, ça revient de temps en temps. Alors les impôts aussi, évidemment, quand c'est la période, fin août, vous recevez le petit email en disant que les impôts vous doivent une somme de... Alors, au début, c'était à 60 €, là, il a pris 80, maintenant ils sont à 160, c'est l'inflation qui veut ça. Donc ils augmentent un petit peu. Et il faut que je vous disais tout à l'heure, sur le nombre d'emails qui sont envoyés, il y en a forcément un ou deux qui répondent. Donc ça fait un petit peu le mal. Donc prudence dans ces emails. Je vais dire prudence quand on vous offre quelque chose. C'est un petit peu à la fois suspect, à la fois il faut y être prudent. Après, vous avez les ransomware, c'est les logiciels de rançon. Alors ça, c'est un logiciel que vous recevez avec un pseudo-logo Office central des luttes contre la criminalité liée aux technologies, l'information et la communication. Donc celui-là, il est plutôt pas mal fait. Et puis, activité illicite qui a été détectée. Donc là, on vous met en garde, on vous menace de poursuites, une pseudo-loi sur la vision des sites pédopornographiques ou tout ce que vous voulez. On vous met en position d'auteur d'une infraction que vous n'auriez pas commis. Et puis, on vous bloque carrément on vous bloque l'ordinateur et on vous demande un mandat cash de 1 000 € pour le débloquer.
200 €, ou 300 €, 400 €. Pour envoyer les clés de déblocage, alors c'est des vrais logiciels de blocage, hein, ça bloque l'ordinateur. On peut faire des restaurations, c'est un petit peu compliqué, mais quand on connaît un peu, on peut essayer de restaurer, ou de démarrer soit en GC que soit en DOS. Mais bon, pour les gens qui ne seraient pas au fait de ça, c'est un petit peu compliqué. Donc là, attention à ça. Évidemment, il ne faut pas payer, parce que vous n'êtes même pas sûr de recevoir les clés de déblocage, hein, ça se saurait. Donc attention à ça. Ça fait un peu peur, mais bon, sachez que les infractions ne sont pas relevées par Internet pour l'instant. Donc la gendarmerie ne vous enverra pas de demande de paiement d'amende par Internet, ça n'existe pas. C'est pas une procédure judiciaire, ça ne marche pas comme ça. Alors les arnaques aux petites annonces, évidemment. Ça, on en a aussi sur un site bien connu, hein, de petites annonces. Alors oui, là, pour éviter d'avoir des problèmes avec la contrefaçon, on met 2 N à un site très connu. Et puis